association d'éducation populaire qui promeut le salaire à vie en partant déjà là de la cotisation sociale, du régime général de cotisation sociale et régime général de sécurité sociale et du salaire au grade de la fonction publique. Je voudrais ajouter aussi qu'après la 20h, il va avoir en fait, il y aura une réunion, enfin je ne sais pas si on peut dire réunion, pour réfléchir à l'organisation du séminaire et ce qu'on fait éventuellement après le séminaire, post-séminaire, et aussi pour réfléchir aussi à la bataille qu'il faudra mener à propos de la réforme des retraites, à propos de la réforme. On va pas travailler avec Macron. Voilà. Bon. Un des enjeux de cette réunion après le séminaire, c'est que tel ou tel d'entre vous ne soit pas simplement assidu au séminaire, mais contribue aussi à sa mise sur le net. Il y a un certain nombre de tâches, le montage de la captation audio, etc. Et donc, si vous êtes prêt à donner un coup de main, ce serait bien. Donc, restez à la fin du séminaire, après 8h15, pour qu'on se répartisse un peu les tâches qui reposent un peu sur 2 ou 3 personnes seulement. Et donc, si on pouvait être plus nombreux, ce serait pas mal. Bonsoir. La séance de ce soir est donc consacrée. Est-ce que tout le monde a reçu le mail d'avant les séances? Parce que si certains ne l'ont pas reçu, c'est qu'on n'a pas leur adresse, donc il faut qu'ils la laissent. C'est une question rituelle, mais enfin, c'est pour enrichir notre liste. C'est donc consacré à la pension de fonction publique et à l'enjeu de classe de la retraite. Je développerai 6 points. Le premier, c'est le statut de la fonction publique et la pension comme poursuite du traitement. Alors, je m'appuie sur un certain nombre de sources, sur un dossier copieux qui a été établi mais vous aurez ça dans le texte que vous recevrez, puisque avant la prochaine séance, vous retrouverez le texte de celle-ci avec les biblios, mais je le dis aussi par oral. Un dossier de Gérard Thuillier sur les pensions des fonctionnaires au XIXe siècle, qui fait plus de 250 pages, dans le bulletin du Comité d'histoire de la sécurité sociale. Un ouvrage de François Peyroux sur les traitements des fonctionnaires en France, qui est paru en 1933, et un ouvrage qui lui suit, d'André Thiano, les traitements des fonctionnaires et leur détermination 1930-1957. Tout ça donc à l'appui de cette histoire que je retrace ce soir. C'est la loi du 9 juin 1853 qui crée la pension de retraite des fonctionnaires, et sur un mode qui est totalement nouveau et même inimaginable, disons, à l'époque. Il n'y a ni cotisation ni caisse. L'État continue à payer les fonctionnaires jusqu'à leur mort. Donc en aucun cas, et nous verrons que c'est l'origine des retraites en France qui explique la majorité des retraites aujourd'hui. On n'est pas dans une logique du revenu différé de cotisation, on est dans une logique de poursuite du salaire, même si c'est en conflit avec la logique
du différé des cotisations, bien sûr. Et les apports que fera Nicolas ou que je ferai sur les différents régimes au cours des prochaines séances mettront en évidence ce conflit, bien sûr. Donc, je ne saurais trop insister sur le fait qu'aujourd'hui encore, s'agissant des fonctionnaires d'État, il n'y a pas de caisse des retraites. Et il n'y a pas de cotisation. Il y a une retenue pour pension, mais qui est un jeu d'écriture qui ne génère aucun flux qui irait vers une caisse, laquelle payerait les pensions en fonction des cotisations. Ce n'est pas du tout la logique de la pension de retraite des fonctionnaires. Et plus précisément, quels sont les dispositifs de cette poursuite du traitement prévue par la loi de juin 1853. C'est le salaire pris comme base du calcul, c'est la moyenne des traitements des 6 dernières années. Et cette moyenne va servir à calculer la retraite à raison de 1/60e de ce salaire moyen par année de service sédentaire ou de 1/50e par année de service actif, donc 2%, d'accord, de ce salaire par année de service actif ou un peu moins de 2% par année de service sédentaire. Et cette poursuite du traitement est sous la double condition d'une durée minimale de service. Il faut qu'il y ait eu un service de fonction publique de 30 ans pour les sédentaires, de 25 ans pour les actifs, et une condition d'âge, en tout cas pour la pension de vieillesse, c'est 60 ans pour les sédentaires et 55 ans pour les actifs. Les actifs, c'est ceux qui en permanence changent d'affectation, en fait, etc. Mais cette pension, elle vaut aussi, dès que l'on a la durée minimale de service, pour ce qu'on appelle une pension d'ancienneté, ce qui est le cas des militaires, par exemple, qui n'attendent pas l'âge de 60 ou de 55 ans, de la pension de vieillesse. Donc il y a à la fois une pension de vieillesse, mais le calcul de la pension d'ancienneté est la même, il n'y a pas d'âge minimum, il y a simplement la condition minimum de durée de service. C'est également le mode de calcul de la pension d'invalidité, elle est calculée de la même façon. Et de ce qu'on appelle la pension d'incompétence, c'est la retraite d'office, pour ceux qui sont sanctionnés et qui sont mis d'office à la retraite, pour des raisons qui peuvent être politiques, pas spécialement pour des raisons d'incompétence, mais enfin c'est comme ça que la loi l'exprime. Voilà, alors ces règles vont un peu bouger, et on verra en particulier la règle des 6 dernières années, au cours du siècle qui va suivre. Mais donc, dès le départ, on est dans une logique de poursuite du traitement en fonction de la durée du service. Et pourquoi est-ce qu'il y a une telle innovation? Puisque dans les pratiques, comme dans l'esprit public, la retraite, ça se prépare par de l'épargne, ça se prépare par du patrimoine. Le fait d'avoir quelque chose qu'on pourra vendre, enfin, etc., etc. Sûrement pas la continuation d'un salaire sans cotisation préalable, sans rien de tout cela. Alors on est dans une innovation tout à fait considérable dans cette loi de 53 qui va être au demeurant très contestée. Alors les raisons, c'est que d'une part, il n'y a pas de rapport contractuel entre l'État et les fonctionnaires. Et depuis d'ailleurs le XVIIIe siècle, les dispositifs de pension pour des salariés de l'État relèvent de la loi, pas d'un contrat, et le traitement du fonctionnaire n'est pas la contrepartie du travail fourni.
Ce n'est pas un rapport contractuel avec un employeur à propos d'un travail à fournir, pas du tout. Le traitement du fonctionnaire, c'est ce qui lui permet de se vouer entièrement à son office, c'est comme ça que c'est exposé, d'où l'obligation alimentaire de l'État jusqu'à sa mort. L'État a une obligation alimentaire. Les Allemands, d'ailleurs, parce que le régime allemand est un peu le même, parlent d'Alimentation-Prinzip. Il y a une obligation alimentaire de l'État vis-à-vis de fonctionnaires qui n'ont pas un rapport contractuel avec l'État. Deuxième raison par laquelle, à l'époque, on explique ce dispositif, c'est Pérou qui cite un auteur Chesson qui écrit en 1883 « Les rédacteurs de la loi de 1853 ne se sont pas placés du point de vue d'un contrat d'assurance. » Parce que, encore une fois, les dispositifs de patrimoine, tout ça relève de la logique de l'assurance. La pension est une sorte de traitement continué du fonctionnaire après sa retraite. Un texte de 83 qui pose donc la pension comme traitement continué. Et puis surtout, et ça me paraît plus décisif pour expliquer cette loi, c'est, comme j'y ai fait allusion l'an dernier, dans le séminaire de l'an dernier, c'est la loi sur l'état des officiers du 8 mai 1834, qui distingue le grade et le poste, qui va devenir la distinction fondamentale qui définit la fonction publique. Le fonctionnaire est propriétaire de son grade et du coup, il est titulaire de son salaire. Le grade étant un attribut de la personne, eh bien, ma foi, le salaire est à vie. Et donc là, nous avons une nouveauté absolument décisive qui lie la qualification, mais j'y reviens pas parce que j'ai déjà beaucoup insisté sur cette thématique-là, qui lie la qualification non pas au poste de travail, comme ce sera le cas dans le privé à partir des conventions collectives, mais à la personne même du travailleur. C'est un salaire à la qualification personnelle qui s'inaugure au milieu des années 1830 et puis qui démarre par les officiers de marine. Là, je vous renvoie pour cette loi de 1834 à un article de Jean Saglio. Là aussi, la biblio sera dans le texte que vous recevrez d'ici janvier. Le droit à la carrière des officiers de marine, qui est paru dans la Revue française des administrations publiques en 2005. Cela dit, il faudra attendre la loi du 5 octobre 1946 portant statut de la fonction publique d'État, pour que ce principe du salaire au grade soit affirmé. Jusque-là, il était plus ou moins pratiqué, mais il n'était pas du tout affirmé dans la loi. Donc, il y a quand même eu une longue gestation de ce dispositif qui pose ce qu'on appelle la logique de la carrière comme fondatrice de la fonction publique, à la différence de la logique d'emploi qui va être caractéristique de la fonction publique dans de très nombreux pays européens, qui divise, qui distingue l'emploi, d'une part. Le fonctionnaire est nommé à un emploi, et c'est l'administration qui est maîtresse des emplois, mais il est titulaire dans un grade
dont la hiérarchie du grade interne constitue la carrière. Et là, elle est construite, cette carrière, avec les interventions des personnels dans les jurys, des commissions paritaires, etc. Et elle est un attribut de la personne. C'est donc tout à fait intéressant de voir comment, dans la fonction publique, les postes de travail sont décidés par l'administration. Donc là, il n'y a pas de maîtrise des personnels sur les postes de travail, leur nombre, leur niveau, etc., etc. Mais en revanche, la circulation sur ces postes de travail, elle s'opère par des personnels qui ont un salaire lié à leur personne et qui montent en qualification de manière qui ne dépend pas de leur circulation dans les postes. Il y a deux logiques qui sont tout à fait intéressantes. Dont l'articulation est conflictuelle, bien sûr, mais qui introduit quelque chose de tout à fait intéressant. Et c'est donc parce que le fonctionnaire est payé pour son grade, pour un attribut de sa personne, et puis qu'il n'entretient pas une relation contractuelle sur une tâche, sur un service avec l'État, lequel doit honorer ses fonctionnaires de sorte qu'ils puissent être consacrés en totalité à leurs tâches. Enfin, tout ça, c'est le baratin qui entoure la chose, fait que, en 1853, vous avez ce truc stupéfiant, une invention d'un droit à retraite lié à aucun patrimoine, à aucune cotisation préalable, la poursuite du traitement. Alors, ça va évidemment, pourquoi est-ce que c'est très débattu? Mais parce que ça va à l'encontre de l'épargne en vue de la retraite, soutenue par l'État, telle que la loi de 1850 la met en place auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et si bien que un homme politique comme Léon Say, par exemple, S-A-Y, entre 1877 et 1879, va pratiquement parvenir à supprimer ce dispositif du traitement continué au bénéfice d'un projet de caisse nationale de prévoyance pour les fonctionnaires qui est voté par le Sénat en 1879 et qui va être refusé par la Chambre en 1882. Mais ce débat sera repris encore dans la loi d'avril 1924 qui prévoit une capitalisation collective. Donc là, ce n'est pas chacun qui cotise sur un compte, mais des sommes sont affectées à la retraite des fonctionnaires et elles sont placées sur un compte. C'est une capitalisation collective, donc, dont la loi de 24 prévoit la création, qui n'aura pas lieu, au demeurant. Mais c'est pour dire que le débat est permanent. Il y a une espèce de scandale que la retraite ne donne pas lieu à cotisation préalable. Pourquoi d'ailleurs la Chambre va refuser en 82 ce que le Sénat avait voté en 79, et pourquoi aussi la loi de 24 ne sera pas appliquée finalement? Mais c'est parce que ça signifie une double dépense, puisqu'il faut à la fois payer les retraites des fonctionnaires, mais en même temps alimenter la caisse de capitalisation qui permettra de les payer plus tard. Donc, certes, dans 40 ans, la caisse se substituerait à l'État, mais il y a plusieurs dizaines d'années pendant lesquelles il y aura double dépense, et de pensions assurées par l'État et de cotisations assurées par l'État aussi, bien sûr,
à la caisse d'épargne en vue de la retraite. C'est donc ce principe assez sage, disons, d'éviter la double dépense, qui fait que les parlementaires iront contre leur idéologie, parce que l'idéologie des parlementaires, il est inadmissible que l'on mette en place une pension qui ne soit pas précédée d'une cotisation. Et c'est pour ça aussi qu'il faudra attendre 46 pour que soit posé dans la loi que le salaire est un attribut de la personne et non pas du poste. Il y a un siècle de débats, de conflits pour faire advenir cette nouveauté que nous aurions tort de prendre pour un truc comme ça anodin. C'est quelque chose d'extrêmement révolutionnaire que de déconnecter totalement le salaire de la tenue d'un poste de travail et de poser les personnes comme titulaires d'un salaire, alors même que le rapport à l'emploi est disparu s'agissant des retraités. J'ai donc dit que les pensions étaient calculées sur les 6 dernières années. Et par ailleurs, elles n'avaient pas à être indexées puisque nous n'avions pas d'inflation. Donc la question n'était pas posée en tout cas. C'est l'inflation structurelle qui naît avec la Première Guerre mondiale qui va poser une double question. D'une part, celle du calcul du salaire de référence et d'autre part, celle de l'indexation pour le calcul des pensions nouvelles et d'autre part, celle de l'indexation des pensions déjà en cours. Première question, celle du calcul de la pension à partir d'un salaire de référence. Des salariés qui partaient en retraite en 1919, si vous preniez comme le salaire moyen des 6 dernières années, entre donc 1913 et 1919, avec l'inflation, les salaires nominaux de 1913 ou 14 ne valaient plus rien du tout. Et donc ça aurait entraîné une chute du salaire de référence. Alors la solution qui va être trouvée, ça va être de réduire progressivement la durée de salaire de référence. Et en 1924, la loi de 1924 réduit de 6 à 3 ans le salaire de référence. Et puis finalement, dans la loi de 48, qui est la loi qui a toujours vigueur sur les retraites des fonctionnaires, c'est les 6 derniers mois. Ça, c'était pour tenir compte de l'inflation structurelle en matière du calcul de la pension. Maintenant, en matière de revalorisation des pensions déjà existantes, vous voyez l'enjeu. Si elles sont indexées sur les prix, c'est que ce n'est pas vraiment des salaires. Ça n'est des salaires que si c'est indexé sur les salaires, justement. Et donc là, vous allez avoir un conflit énorme, ce qui montre bien que même avec un dispositif de paiement au grade, même avec une pension qui, dès les années 1880, est posée comme la poursuite du traitement, la question de savoir de son caractère salarial n'est pas tranchée. Vous avez d'abord, en 1920 et en 1922, une indemnité temporaire de cherté de vie. Donc ça veut dire qu'on indexe, plus ou moins d'ailleurs, sur la hausse des prix.
et qui est d'ailleurs réservé aux plus faibles des pensions des fonctionnaires. La question que je pose, c'est comment est-ce qu'on tient compte d'une inflation structurelle. Mais c'est une question technique, mais qui en fait est une question politique. Est-ce que les retraites, c'est du salaire qui doit être indexé sur les salaires, ou est-ce que c'est du patrimoine qui doit être indexé sur les prix? C'est tout à fait différent. La loi de 1924, dont j'ai déjà parlé, qui à la fois crée annonce un dispositif de capitalisation collective qui n'aura pas lieu, qui réduit de 6 à 3 ans le salaire moyen de référence, eh bien, elle opère une liquidation fictive des pensions anciennes sur la base des nouvelles échelles des salaires d'activité. C'est-à-dire que l'indexation se fait en fonction de l'évolution des salaires du point d'indice depuis le moment où le retraité est parti en retraite. Donc, mettons un retraité qui est parti en retraite en 1905, en 1924, sa pension va être revalorisée en fonction de la hausse des salaires depuis 1905. Cette innovation est décisive et elle est très controversée. Je vous lis un extrait de Puissance du salariat. Il y a un chapitre de Puissance du salariat qui traite de la question. C'est le chapitre intitulé Statut et pension des fonctionnaires. Et voilà ce qu'écrit Peyroux, qui en 1933 commente cette loi de 1924, qui est une loi qui sera pas reprise ensuite. On revient à l'indemnité compensatrice de cherté de la vie en 1926, en 1927, etc. On revient à l'indexation sur les prix et non pas sur les salaires. Et voilà ce qu'écrit Peyroux, qui commente cette affaire. Si l'on avait admis sans restriction que les augmentations de traitement rétroagissent automatiquement sur les pensions des anciens fonctionnaires, c'est ça, l'indexation sur les salaires, les augmentations de traitement rétroagissent automatiquement sur les pensions des anciens fonctionnaires, on aurait, au point de vue financier, engagé à la légère l'avenir, ça va coûter cher. Et du point de vue social, c'est ça l'importance, là on est dans un enjeu politique, créer aux pensionnés par rapport aux porteurs de rente, par exemple, une situation préférentielle difficilement justifiable. Encore une fois, la pension de retraite ne peut se penser que sur le mode de la rente ou sur le mode du j'ai cotisé, j'ai droit, si on est passé en répartition, qu'importe. Le fait d'avoir droit à une pension qui est indexée sur les salaires apparaît comme un privilège insupportable. Et d'ailleurs, Hatzfeld, dans le bouquin que Nicolas a présenté lors du dernier séminaire, il souligne de son côté combien le souci de ne pas porter atteinte aux 3,5% des rentiers, c'était le taux de rendement garanti par l'État à l'époque, se retrouve sous diverses formes dans tous les grands débats relatifs aux retraites ouvrières ou aux assurances sociales de 1900-1930. Finalement, la loi du 20 septembre 1948 va poser le principe d'un rapport constant entre la retraite et le traitement de l'indice auquel était l'agent pendant les 6 derniers mois d'activité. C'est donc l'évolution de l'indice terminal de l'agent qui décide de l'évolution de sa retraite. Donc si une année, l'indice 620 augmente de 10%, tous les retraités dont l'indice terminal était à 620, leur pension est augmentée de 10%. Etc. Vous voyez, c'est le principe, qui est un principe cette fois-ci très, très solide, très élégant,
qui sera mis en cause en 2003, c'est l'évolution de l'indice terminal du retraité qui décide de l'évolution de sa pension. Mais vous voyez qu'il a fallu un siècle de débat pour en arriver là. C'est dire combien poser le salaire comme droit des retraités, c'est une conquête qui a dû affronter bien des obstacles. Ce principe est d'ailleurs si nouveau que l'administration, nous dit Thiano dans le bouquin que je vous ai cité, qui est paru en 1957, n'aura de cesse de multiplier les compléments de salaire non soumis à retenue, comme on dit. Donc la retenue, ce n'est pas du tout une cotisation. La retenue, ça définit l'espace du salaire pris en compte pour la pension. L'enjeu du gouvernement étant de multiplier les primes, de multiplier des éléments du salaire qui ne vont pas être pris en compte dans le calcul de la pension. Pardon ? Certains suppléments, certaines primes sont non imposables peut-être, je ne sais pas, mais c'est possible. Mais en tout cas, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension. C'est le grade qui est pris en compte, mais pas le prime. S'agissant des agents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière, sur les agents des collectivités locales, je vous signale une histoire de la fonction publique territoriale par Dominique Durand, qui est parue à la dispute en 2005, je crois. 2004, donc une histoire de la fonction publique territoriale par Dominique Durand, alors qui reprend donc des choses tout à fait utiles sur ce statut, qui fait que les fonctionnaires territoriaux ne rentrent vraiment dans la fonction publique générale qu'en 1984, tardivement, 1984. Donc, les agents des collectivités locales et les hospitaliers, les fonctionnaires hospitaliers, relèvent, eux, d'une caisse, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la CNRACL, pour celles d'entre vous qui sont dans cette situation, ils connaissent cette caisse, qui est créée par des décrets en septembre 1947 et qui unifie toutes les caisses des collectivités territoriales qui existaient ou pour les fonctionnaires hospitaliers qui existaient à l'époque. Bon, voilà donc pour cette histoire du statut de la fonction publique et de la pension comme poursuite du traitement. Deuxième point de mon exposé, c'est l'enjeu de cette affaire, de savoir si les retraités ont droit à du salaire ou au différé de leur cotisation. C'est la question du travail des retraités. Est-ce que ce qu'ils touchent, ce qu'ils perçoivent correspond à l'actualité de la production de valeur par eux, ou est-ce que c'est un différé de cotisation, c'est-à-dire une transposition en répartition, en logique de répartition, de la logique du patrimoine ? Et donc, qui suppose que les retraités ne travaillent pas. Et donc, je voudrais faire face à la question bateau, mais qu'est-ce qu'ils font, les retraités qui travaillent ? C'est une question aliénée. C'est une question aliénée, qui confond travail concret et travail abstrait. Alors, c'est des choses qui deviennent familières à ceux qui fréquentent ce séminaire depuis l'an dernier, mais que je réaffronte ce soir pour ceux qui n'auraient pas été déjà dans le coup au cours depuis un an.
le travail n'est pas du tout défini par la nature de l'activité. Ce n'est pas ce que je fais qui décide si c'est ou pas du travail. Pas du tout. Puisqu'une même activité va être ou ne pas être du travail. Pour prendre l'exemple que Usul met en scène dans sa vidéo sur le salaire à vie, quelqu'un qui tond du gazon. Donc voilà une activité, tondre du gazon. Alors, si cette personne tond son gazon, ben on va dire qu'elle ne travaille pas. Elle a une activité, mais cette activité ne produit pas de valeur. Ce n'est pas du travail. Maintenant, si c'est un fonctionnaire territorial, agent municipal, qui tond du gazon, qui tond le gazon des espaces verts, lui, non seulement il ne travaille pas, mais il dépense. Dans l'opinion courante qui reprend le catéchisme capitaliste sur la question du travail. Un fonctionnaire ne travaille pas. Un fonctionnaire, il est utile. Mais il dépense. C'est la dépense publique. Je rappelle que travail, c'est la partie de l'activité qui est considérée comme produisant de la valeur économique. C'est ça le travail. C'est la partie de l'activité considérée comme produisant de la valeur. Bien, ce que je veux montrer là, c'est qu'en aucun cas, c'est la nature de l'activité qui ne décide si c'est du travail ou pas. Je prends maintenant une troisième situation de tonte de gazon. Cette fois-ci, la mairie de droite, mais ça arrive aussi aux mairies de gauche, a fait une concession de service public, euphémisme pour dire privatisation, de la gestion des espaces verts à Veolia. Si un employé de Veolia tond du gazon, évidemment, il travaille. Donc, vous voyez bien que la même activité, en termes de travail, soit c'est rien, je tond mon gazon, soit c'est moins que rien, un fonctionnaire tond du gazon, soit c'est quelque chose. Un employé de Veolia tond du gazon. En termes de valeur. Donc, poser la question, mais qu'est-ce qui fait pour que tu dises qu'il travaille, c'est une question aliénée. Aliénée à la définition capitaliste du travail. La définition capitaliste du travail, c'est travail ceux qui mettent en valeur du capital. Voilà, c'est ça. Travail ceux qui mettent en valeur du capital. Les autres ne travaillent pas. Alors, qui met en valeur du capital? Les travailleurs indépendants, puisque les prêteurs, les fournisseurs et les clients ponctionnent la valeur qu'ils produisent à travers les prix que Lactalis, client ou bailleur, fournisseur, impose à ce travailleur indépendant, s'il s'agit d'un agriculteur par exemple, ou à travers les intérêts à payer au crédit agricole. Donc évidemment qu'un travailleur indépendant, dans la logique du capital, il travaille, puisqu'il met en valeur le capital de ces groupes capitalistes, prêteurs, clients ou fournisseurs. De même, va travailler l'employé d'un groupe capitaliste qui, évidemment, met en valeur le capital de ce groupe. Donc, lui, il travaille. Mais un retraité, il ne travaille pas, il ne met pas en valeur de capital. Il ne travaille pas. Et donc, poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font, les retraités qui travaillent? C'est avoir une croyance religieuse envers la pratique capitaliste du travail. Au demeurant, la pratique capitaliste du travail est complètement indifférente à l'activité qui est faite. Complètement indifférente. Va être considérée comme travail toute activité dès lors qu'elle met en valeur du capital. Mais ça peut être une activité très nocive, extrêmement nocive, bien sûr, extrêmement inutile, extrêmement dangereuse. Donc il faut absolument se débarrasser
de cette espèce d'essentialisation du travail qui le fonde sur la nature de l'activité. La nature de l'activité n'est pas du tout au fondement du caractère de travail de ce que l'on fait. Pas du tout. Il y a travail quand il y a une validation sociale de l'activité. Dans le capitalisme, cette validation sociale s'opère à l'initiative du capital dans la logique de la vente des marchandises. Et tout l'enjeu de la lutte de classe, c'est précisément de sortir le travail de cette définition. Et donc, par exemple, instituer un droit au salaire pour des gens qui n'ont pas d'emploi, là, c'est entrer en confrontation avec la définition capitaliste du travail. Mais sans qu'on ait à justifier cela par la nature de l'activité de ces personnes. Tout ce qui se dit, par exemple, sur l'utilité sociale du travail domestique dont les hommes s'exonèrent, en tout cas au moins de la charge mentale, mais souvent aussi de l'exercice tout court. Pour montrer que les femmes travaillent. Mais non, c'est des impasses. Transformer une activité en travail, ça ne peut pas se fonder sur la nature de l'activité. Transformer une activité en travail relève d'une lutte politique, exclusivement politique. Alors on peut utiliser à des fins didactiques, montrer l'utilité sociale de ce qu'on fait pour dire mais vous voyez bien que je travaille, mais ça ne sert à rien. Ce qui transforme une activité en travail, c'est la lutte de classe. Et donc, chercher la légitimité du droit au salaire des retraités dans le fait qu'ils ont telle ou telle activité, ou dire « Oh ben oui, mais alors quelqu'un qui est grabataire, est-ce qu'il travaille ?» Enfin, etc., d'accord ? Toutes ces questions-là sont des questions aliénées à la religion capitaliste du travail. Troisième point. Il faut ajouter une deuxième dimension à ce que je viens de dire, qui, elle, porte sur la façon dont le salaire a été construit. Là encore, j'ai déjà eu l'occasion de le dire l'an dernier, mais je le redis parce que il faut de temps en temps de la redite quand même, sur des points aussi décisifs et qu'on a beaucoup de mal d'argumenter comme ça dans les conversations courantes. On est un peu démunis, tellement les croyances dans la pratique capitaliste du travail sont enracinées. La rémunération capitaliste, ce que le capital va laisser, mettons, aux paysans dont je viens de parler, une fois que la centrale d'achat de Leclerc ou Lactalis comme client, Bayer comme fournisseur et les crédits agricoles comme prêteurs ont ponctionné la valeur qu'il produit, exploite ce paysan, qu'est-ce qu'il lui reste ? Qu'est-ce qu'il lui laisse ? Il lui laisse de quoi être encore au boulot demain. C'est-à-dire qu'il lui laisse la reconnaissance des besoins dont il est porteur pour faire telle tâche. C'est ça la rémunération capitaliste. La reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. Non pas dont je suis porteur en soi, dont je suis porteur pour faire telle tâche. J'ai des besoins d'éducation, de logement, de transport, de culture, enfin, etc. Eh bien, la rémunération capitaliste reconnaît ces besoins. Et c'est contre cela que le salaire s'est construit. Le salaire s'est construit contre
la rémunération capitaliste, c'est-à-dire le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, c'est la somme des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. Ça, c'est le prix de la force de travail. Le salaire, tel qu'il s'institue au XXe siècle, c'est le contraire de cela. Je le dis pour tous ceux qui, je sais pas quoi, qui disent que le salaire, c'est le prix de la force de travail. Mais pas du tout. C'est nier toute la bataille sociale du XXe siècle. Toute la bataille du XXe siècle a été de construire contre la rémunération capitaliste qui reconnaît les besoins dont je suis porteur pour faire telle activité et qu'on retrouve dans le, je sais pas quoi, dans le CDD de mission. Le CDD de mission, le contrat de projet, le contrat d'objectif, tout ça, c'est de la rémunération à la tâche. Et on reconnaît les besoins dont je suis porteur pour pouvoir faire cette tâche. Donc, ce mode de rémunération existe toujours. Il existe pour tous les travailleurs indépendants, mais il existe aussi pour une série de salariés qui ne sont pas embauchés au salaire à la qualification. Le salaire à la qualification, c'est ce qui se construit au XXe siècle contre le prix de la force de travail. Le salaire à la qualification abstrait complètement cette qualification de la mesure de l'activité. Ce n'est pas la mesure de mon activité, ce n'est pas la mesure de mon travail concret qui constitue la qualification de mon poste. La qualification de mon poste se construit sur tout autre critère que la mesure de ce que je fais dans ce poste. D'ailleurs, il y a des mois où je pourrais ne pas faire grand-chose et où je serai payé quand même, parce que je suis payé pour la qualification du poste, et non pas pour la mesure de mon activité. Donc le salaire s'est construit contre la rémunération de l'activité. Deuxième raison, de sortir, de montrer, deuxième façon de montrer le caractère aliéné de la question, mais qu'est-ce qu'ils font, ces retraités dont tu dis qu'ils ont droit au salaire? Précisément, pour tout le monde, pas que pour les retraités. Le salaire n'est pas la mesure de l'activité. Le salaire est la mesure de la qualification du poste ou de la personne. Dans la fonction publique, ce n'est même pas le poste qui est qualifié, ce n'est pas le poste, c'est la personne elle-même. Donc je ne suis pas payé pour ce que je fais, mais je suis payé pour ce que mon poste est réputé produire, et la production de valeur, ce n'est pas du tout la mesure de ce que je fais, pas du tout, ou ce que je suis réputé produire dans mon grade. Donc je suis payé dans le salaire de la fonction publique, qui est un salaire au grade et non pas au poste, c'est vraiment ce qui sort le plus le salaire de l'activité. Je suis payé non pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Je suis corps B, 6e échelon. Je ne suis pas payé pour ce que je fais du tout. D'ailleurs, si je change de poste, je ne change pas de salaire. Et donc, les retraités, ils sont payés pour ce qu'ils sont, pas du tout pour ce qu'ils font. Tout ça, c'est des questions aliénées qui font l'impasse sur les conquêtes du XXe siècle. Nous ne sommes pas des vaincus. Le capitalisme, ce n'est pas un système qui génère des victimes. Il faut en finir avec ces histoires-là, qui sont complètement mortifères. Il y a une lutte de classe, et dans cette lutte de classe, une classe révolutionnaire est en train de se construire, du communisme est en train de se mettre en place, et par exemple, le fait qu'on soit payé pour ce que l'on est et non pas pour ce que l'on fait, ça, c'est un statut communiste du producteur. Contre le statut capitaliste du producteur, qui est un individu sur le marché et qui va être payé en fonction des besoins liés à telle activité.
Donc, il faudra peut-être y revenir encore, hein, parce que là, on décrasse tellement d'idées reçues que c'est compliqué. Hein. La force des idées reçues, c'est qu'elles sont reçues. Elles peuvent être très bêtes, hein, mais elles sont reçues. Donc, c'est très fort ce qui est reçu, évidemment. Alors, en quoi consiste maintenant, 4e point, la contre-révolution capitaliste du travail en matière de pension de fonction publique? Alors, l'acte décisif, enfin le premier acte, il y en aurait d'autres pour que cette pension disparaisse complètement, et l'objectif de Macron, c'est de la faire disparaître entièrement. Mais l'acte essentiel qui a été porté jusqu'ici contre le droit au salaire des fonctionnaires, c'est l'indexation sur les prix en 2003 de la pension de fonction publique. L'indexation sur les prix qui montre que on est en train enfin, il y a une tentative de détacher la pension de sa nature de salaire. Et puis, c'est pour les éléments du salaire qui ne sont pas pris en compte dans la pension, les primes, etc., c'est le fait qu'elle donne lieu à un régime en capitalisation, le régime additionnel de la fonction publique, le RAFP, R-A-F-P, qui est créé par l'accord, donc, alors dis-moi les noms des deux protagonistes de l'accord du 16 mai 2003, Chérec pour la CFDT et Fillon pour le gouvernement. Donc c'est l'accord Chérec-Fillon du 16 mai 2003 qui introduit la première importante mise en cause du droit au salaire pour les fonctionnaires. Après des offensives du même type contre le régime général, hein, qu'il s'agisse de la réforme de 87, hein, par lequel Séguin indexe sur les prix les pensions du régime général, ou de la réforme de 93-94 qui passe des 10 aux 25 meilleures années, hein, bien sûr. Hein. Et c'est dans la même logique, comme vous le voyez. Hein. Les retraités sont des gens qui ne travaillent pas, ils n'ont pas droit au salaire, ils ont droit à la contrepartie de leurs cotisations passées, indexées sur la hausse des prix. Mais ça, on le verra dans la séance consacrée au régime général, bien sûr. 5e point. Quelle réponse appelle cette contre-révolution capitaliste du travail s'agissant de la pension de fonction publique? Vous savez que le projet de Macron, c'est d'en finir de façon totale, hein, avec le régime des fonctionnaires pour faire un régime à points dans lequel la retraite sera la contrepartie de cotisation qu'il va falloir créer, puisqu'elle n'existe pas, en tout cas pour les fonctionnaires d'État, elle n'existe que pour les fonctionnaires territoriaux avec la CNRACL ou hospitaliers, mais pas pour les fonctionnaires d'État. Il s'agira donc de créer un régime par points dans lequel le fondement de la pension, c'est le différé des cotisations passées. Un retraité est quelqu'un qui ne travaille pas. Il s'agit donc de remettre le travail dans le carcan capitaliste. Il n'a pas d'emploi, donc il ne travaille pas. Et il dépense. Et qu'est-ce qu'il a le droit de dépenser? Ce qu'il a mis au pot commun.
il a le droit de dépenser les cotisations qui ont exprimé sa solidarité avec les retraités de son temps. Et maintenant qu'il ne travaille plus, eh bien, c'est les actifs actuels qui, en quelque sorte, lui restituent les cotisations qu'il a mis au pot commun à travers leurs propres cotisations. J'ai cotisé, j'ai droit. Nous sommes dans la logique de la solidarité intergénérationnelle. Ça, c'est ce qui préside aux réformes et à la suppression du régime de pension des fonctionnaires prévu dans le projet Macron actuel. Vous voyez bien que la seule réponse offensive à cette contre-révolution capitaliste, c'est de continuer à construire la retraite comme salaire continué, comme droit au salaire. Et pas simplement pour les fonctionnaires, puisque nous avons vu dans la séance initiale avec Nicolas, il vous a produit les statistiques, les 3/4 des pensions actuellement, 240 milliards sur les 320 milliards des pensions, les 3/4 des pensions sont calculées en référence à un salaire qu'il s'agit de remplacer. Donc l'offensive de Macron, elle est énorme, puisqu'il s'agit de supprimer le remplacement du salaire et de reconstruire quelque chose autour des 80 milliards actuels, un quart seulement des pensions qui sont calculées en fonction des cotisations de carrière. Il s'agit donc de proposer comme alternative à la réforme une alternative aussi générale, évidemment, un seul régime, l'intégration du régime des fonctionnaires dans le régime général, évidemment, et le déplafonnement de ce régime, comme l'est celui des fonctionnaires, il n'y a pas de plafond chez les fonctionnaires, c'est le dernier salaire, quel que soit son niveau, qui est remplacé, alors que dans le régime général, actuellement, vous avez un plafond. Le salaire n'est remplacé que dans la limite d'un plafond. Au-delà, c'est un régime complémentaire. Bon, et c'est autour de ce régime complémentaire qui a été construit, mais ça nous le verrons, c'est Nicolas qui le montrera dans 3 séances. C'est autour de ce régime complémentaire tel qu'il a été construit avec la GERC-ARCO, comme Nicolas nous présentera en février, que Macron entend unifier tous les régimes. Eh bien, la réponse offensive, c'est unifions les régimes autour du régime qui, lui, est construit comme continuation du salaire. Donc, intégration de la GERC-ARCO dans ce régime, évidemment. Intégration des régimes des salariés à statut, intégration des régimes des travailleurs indépendants. Enfin, il faut un seul régime. Ça, c'était le projet des révolutionnaires de 1946 qu'il s'agit de remettre à l'ordre du jour. Un régime déplafonné, c'est-à-dire qui garantisse le remplacement du salaire sans plafond, donc qui ne laisse pas de place à un régime complémentaire. Et je fais là des propositions que je signe tout seul, ou avec Nicolas, mais je veux dire que c'est pas... Si, je signe, moi, alors. Non, mais bien sûr, mais je veux dire que là, ce que je veux dire, c'est que c'est des propositions qui ne sont pas reprises aujourd'hui par aucune organisation, dommage d'ailleurs. C'est que ce droit à retraite soit à 50 ans. 50 ans, c'est un âge extrêmement critique de l'emploi. 50 ans, c'est l'âge à la fois enfin 50 ans, autour de 50 ans, des licenciements prioritaires. On licencie les plus vieux d'abord, parce qu'ils coûtent plus cher déjà, et puis parce que place aux jeunes quand même, pauvres jeunes qui ont bien du mal, enfin, etc. Bon. Et la difficulté de réembauche au-delà de 50 ans, très grande difficulté de retrouver un emploi. Et puis à 50 ans, il y a aussi une lassitude souvent. Alors, elle vient beaucoup plus tôt maintenant. Il y a maintenant des cadres qui à 30 ans n'en peuvent plus. Et Dieu merci, c'est quand même bon signe dans un certain sens. Mais en tout cas, à 50 ans, il y a à la fois une expérience professionnelle importante
et une forme de lassitude devant le fait qu'on ne maîtrise pas son travail et qu'on est dépendant de l'emploi dans lequel on est, et qui n'est pas assuré du tout, et si on le perd, la possibilité d'en retrouver un va être très compliquée. Et il faut, je crois, se saisir de cette réalité sociologique-là pour dire, à 50 ans, on entame une seconde carrière. Libéré du marché du travail. À 50 ans, tout le monde a un salaire lié à sa personne. Ce n'est plus son poste qui décide de son salaire. Tout le monde est aligné, en quelque sorte, sur le statut des fonctionnaires. Tout le monde a droit à un salaire lié à sa personne. Donc c'est ça, une entrée en retraite à 50 ans, ça ne veut pas dire entrer dans une longue vie de loisirs à s'emmerder, hein, d'accord, hein. Ça veut dire enfin pouvoir travailler. À quoi faire? Ça, c'est une question que je vais traiter, figurez-vous aussi. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'on fait qui décide si du travail ou pas. Cela dit, on peut orienter vers des travaux plus ou moins intéressants, et je vais y venir, ça. Donc, à 50 ans, un projet qui dirait, à 50 ans, tout le monde a droit à 100% de son meilleur salaire net, le salaire des 6 meilleurs mois. Quelle que soit sa durée de cotisation, on supprime les annuités. Vous voyez, si vous distribuez un tract qui dit ça, il faut que vous fassiez de la politique, hein. Vous n'allez pas pouvoir la distribuer comme ça de manière anodine, hein, comme on distribue nos tracts, on a bien du mal, sauver le service public, vous voyez, toutes les plaintes qu'on diffuse sur un mode totalement contre-productif. Là, il va falloir faire de la politique, c'est-à-dire, mais oui, les retraités travaillent. Il n'y a pas besoin d'emploi pour travailler. L'emploi, c'est à la fois une conquête, hein. Nous l'avons vu longuement l'an dernier, c'est une conquête, mais en même temps c'est un carcan capitaliste parce que c'est le poste qui décide de mon salaire. Là, le salaire devient un attribut de la personne à 50 ans. Alors, c'est en attendant que ça soit à 18 ans, hein, mais il faut saisir tous les conflits pour avancer vers le droit au salaire comme droit politique, hein. C'est comment saisir le conflit sur les retraites pour avancer dans le salaire comme droit politique pour tous. Eh bien, présenter la retraite comme une seconde carrière à des gens qui sont dans l'inquiétude sur leur emploi ou dans la lassitude. Et poser que la valeur produite en contrepartie de la pension, c'est celle qu'ils vont produire. Ce n'est pas celle qu'ils ont produite, c'est pour ça qu'on supprime les annuités. Ce n'est pas parce que j'ai été travailleur que j'ai droit à la retraite. C'est parce que je continue à l'être, mais sous une forme nouvelle. Et cette forme nouvelle, elle va permettre de confirmer toutes les entreprises alternatives aux entreprises capitalistes dans la production marchande. C'est-à-dire que ces retraités, à leur libre initiative, pourront quitter leur entreprise, puisqu'ils auront un salaire lié à leur personne, pour travailler ce qu'ils ont envie de faire. C'est très important, cela. À 50 ans, c'est déjà très tard, hein. Enfin, encore une fois, c'est pour saisir le débat sur les retraites, pour avancer. Il y a d'autres débats qui nous permettent de poser la même question bien plus tôt, hein. Il y a le débat sur les prêts aux étudiants, etc., qui permet de poser la question du salaire pour les étudiants. L'enjeu, encore une fois, c'est de saisir de tous les débats publics pour avancer dans la direction du salaire à la qualification personnelle pour tous. Eh bien, ces retraités vont être soutenus, soit dans leur volonté de créer des coopératives, des initiatives nouvelles, évidemment sur un mode communiste, c'est-à-dire avec propriété d'usage par les travailleurs de l'outil, et avec salaire à vie, puisqu'ils entrent dans le salaire à vie, enfin.
ou alors s'intégrer dans toutes les entreprises alternatives. Vous avez aujourd'hui, dans tous les secteurs, des entreprises alternatives qui ne relèvent pas de la logique capitaliste. Et si tous ceux qui ont plus de 50 ans, dotés d'un salaire à vie, c'est-à-dire que ces entreprises n'ont pas besoin de payer, puisqu'ils le sont par la caisse, mettaient leur expérience professionnelle, leur désir d'enfin maîtriser leur travail au service de ces boîtes alternatives, imaginez comment on les sort de la marginalité ou de la récupération par le capital. Il y a un enjeu révolutionnaire dans cette affaire. Si faire la révolution, c'est changer le mode de production, sortir le travail de sa définition capitaliste, sa pratique capitaliste. Là, on va fournir une main-d'œuvre gratuite, puisque payée par la caisse des retraites à des personnes qui vont pouvoir faire vivre, ajouter toute leur expérience professionnelle à celle de tous ces jeunes qui créent des entreprises alternatives. On va sortir des entreprises de la marginalité. Vous voyez, là, on a vraiment un projet de production alternative qui est au cœur de tout projet révolutionnaire. C'est autour du travail que l'on fait la révolution. Et donc, joint à d'autres propositions de sécurité sociale sectorielle, etc., vous voyez comment on peut faire des retraités, ce sera ma conclusion, l'anticipation du statut communiste du travailleur. Ils vont intégrer des entreprises marchandes communistes, c'est-à-dire fonctionnant par souveraineté des travailleurs sur leur travail concret. Ils vont assurer une partie de la valeur ajoutée de ces entreprises sans qu'elles aient à les payer, mais en revanche, ces entreprises, elles vont cotiser, bien sûr. Elles cotisent à la caisse des salaires qui assurera la retraite de ces personnes. Parce qu'il ne suffit pas, c'est aussi un point en matière de statut communiste du producteur, il ne suffit pas d'attribuer du salaire à tout le monde. Il faut aussi que tout le monde soit intégré dans un collectif de travail. Très important cela, qu'on ne soit pas livré au marché comme ça, mais qu'on soit intégré dans un collectif de travail. Et donc, il sera de la responsabilité de l'organisation de la retraite que d'assurer cette intégration des retraités dans des collectifs de travail sur la base de leur volontariat, évidemment. Et il sera possible, parce qu'après tout, le salaire de 50 ans, on peut espérer avoir des salaires plus importants, eh bien, il sera possible de passer des épreuves de qualification pendant la retraite et d'augmenter en qualification pendant la retraite. La retraite, c'est une nouvelle carrière libérée du marché du travail dans lequel il est possible de monter en qualification. Et puis, il faudra prévoir un âge, si on veut éviter la gérontocratie, évidemment, un âge de retrait des responsabilités organisationnelles. Alors, chez les évêques, c'est 75 ans. On peut trouver d'autres âges, d'accord, mais vous voyez, c'est un peu du même style. Il y a un âge où on n'occupe plus de responsabilités organisationnelles, mais on continue à explorer des chemins nouveaux pour le travail, parce que notre responsabilité économique est au cœur de notre statut de personne. Voilà, j'en ai fini avec ce que l'on peut réfléchir à ce séminaire. C'est un séminaire à la fois académique et militant, où il s'agit de produire des éléments scientifiques et en même temps de répondre à nos besoins en matière d'affrontement des conflits à venir. Et si nous avons choisi de le faire sur les retraites cette année, c'est parce qu'il y aura en 2019 une offensive contre la retraite comme continuation du salaire. Vous n'aviez pas dit 6 points. Eh bien, en fait, mon 6e point, je l'ai déjà mangé un peu dans le 5e. C'est le fait que les retraités soient accompagnés pour s'intégrer dans des entreprises alternatives. Ah oui, non, mais vous êtes admirable. C'était bien le compliment.
j'étais un peu surpris sur les 50 ans, j'étais pas préparé. J'étais resté sur 60, 55, donc tu m'as un peu surpris là, mais sinon non, oui, je pense que c'est vraiment l'idée d'intégrer la retraite des fonctionnaires dans un régime général déplafonné, oui, ça fait longtemps que j'y pense. Et surtout, oui, suppression de l'Agirc Arrco, c'est fondamental. C'est fondamental, puisque c'est ça le nerf de la guerre qui va arriver. Oui, mais c'était... Suppression de l'Agirc Arrco, disait... Oui. Non, c'était pas fondamental. Ouais, ça marche pas. C'est des micros d'enregistrement. Et puis j'ai une voix douce, tu vois, donc c'est pour ça aussi que... Mais bon, ce que j'ai rajouté n'était pas fondamental, donc t'as rien perdu. Hein. Là, voilà. T'avais une question là-bas? Ouais, j'ai une première question. On va rebondir sur le dernier point là, avec Bernard. Attends. Donc, oui, ça fait partie, encore une fois, de la réunion de tout à l'heure. Hein, c'est qu'on souhaite que ces séances soient utiles au-delà des participants physiques. Et donc, il faut un certain nombre d'améliorations du dispositif, entre autres que les questions soient enregistrées. Dans ton dernier point, Bernard, tu disais que ce qui serait bien, c'est que les retraités, dans le cas d'une retraite à 50 ans, s'intègrent dans des collectifs de travail et fournissent leur force de travail de manière gratuite, ou en tout cas grâce à leur salaire qu'ils ont déjà. Les retraités, ça existe déjà, et il me semble, donc on a déjà des retraités actuellement, et moi j'en vois pas beaucoup qui travaillent dans des entreprises que je dirais durables, par exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inciter ces personnes retraitées à, ça existe bien sûr, hein, à massivement s'intégrer dans ces entreprises pour faire la différence? Il faut déjà que ce soit un âge beaucoup plus tôt. Hein. Parce qu'à 62, 63, 64 ans, enfin dans les âges dans lesquels on est en train de tenter d'inscrire l'obligation, enfin l'âge de départ en retraite, il peut y avoir une forme de fatigue ou je ne sais pas quoi qui fait que... donc, à 50 ans, on n'est pas en cette situation-là, bien sûr. Deuxièmement, il faut sortir de l'idéologie du bénévolat et du non-marchand, hein, comme vocation des retraités. Hein. Encore une fois, l'irresponsabilité économique des retraités, le fait qu'ils sont considérés comme non productifs, hein, le fait qu'on dit qu'ils relèvent de la solidarité intergénérationnelle, qu'ils ne sont pas au travail, qu'ils sont utiles, mais, fait que ça les marginalise complètement dans l'activité et qui vont se retrouver dans des choses qui éventuellement leur plaisent, la question n'est pas là, hein, mais qui ne sont pas au cœur de la production. Alors qu'il s'agit au contraire que des personnes qui sont enfin libérées du marché du travail intègrent la production marchande dans son cœur, parce que ce n'est pas le non-marchand qui est anticapitaliste. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Hein, ce qui est vraiment anticapitaliste, c'est le marchand communiste. C'est ça le point qu'il faut mettre en œuvre. Et pour le moment, hein, le sous-texte, disons, de la thématique de l'utilité sociale des retraités qui ne sont pas productifs mais qui sont vachement utiles, c'est que ils vont être à la marge, ils vont faire du soutien scolaire, ils vont faire des choses qui, encore une fois, il ne s'agit pas de les disqualifier, tout cela, hein, mais qui fait que tu constates qu'ils ne sont pas dans les entreprises alternatives où ils pourraient être, encore que certains y soient. Hein, mais, Ils sont presque forcés à proposer finalement, le discours, c'est souvent on dit aux retraités, reposez-vous, ça y est, vous avez assez travaillé, etc. C'est actuel. Ils ne sont pas vraiment incités. Il faut parler dans le micro. Ça va obliger un ordre de parole en même temps. Il faut le fait qu'on les considère comme inactifs, ça fabrique des discours du genre allez papa, repose-toi, t'as assez travaillé, t'embête pas, etc. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui.
Oui, j'ai bien compris que les points 5 et 6, donc, c'était une espèce de projet intermédiaire qui nous permettrait d'utiliser l'actualité pour, comment dire, pour rendre désirable le projet de salaire à vie. Il y a quand même un petit truc qui me gêne, c'est que même si on présente nos revendications sous la forme de meilleur salaire net des 6 derniers mois et aucune annuité exigée pour partir en retraite à 50 ans, on garde l'idée que c'est le système capitaliste qui valide notre niveau de retraite. Et que, puisque c'est mes meilleurs salaires, c'est dans le système capitaliste que je les ai gagnés jusque-là. Et qu'encore une fois, on va se trouver avec un projet où les femmes qui ont eu beaucoup de périodes à mi-temps, pas choisies, ou des salaires moindres, sont défavorisées. Et même si j'ai bien compris qu'on ne présente pas là la solution idéale, mais une manière de donner envie, ce petit truc-là me gêne quand même. Non mais merci, tu as tout à fait raison. On peut envisager, par exemple, en même temps qu'on pense à retraite, une épreuve de qualification qui permette volontaire, toujours pareil, hein, mais qui permette de requalifier des personnes qui, dans la logique du marché capitaliste, ont été très discriminées. Oui, ça a tout à fait raison. Il n'y a pas... J'évoquais le fait que des retraités puissent passer l'épreuve de qualification, mais ça pourrait se faire lors de l'entrée en retraite pour des personnes qui ont été discriminées. Oui, bien sûr, ça oui. Bon, cela dit, le niveau de retraite n'est pas défini uniquement dans la logique capitaliste. Si tu prends des fonctionnaires en retraite, c'est pas la logique capitaliste qui a décidé de leur niveau de salaire quand même. On est quand même déjà dans une logique autre, mais bien sûr que... même avec 100% de leur meilleur salaire des 6 meilleurs mois, il y aura des personnes discriminées qui n'auront pas grand-chose. Alors, ça peut aussi se corriger hein, par... ça peut aussi se corriger sans épreuve de qualification par une retraite plancher hein, qui peut être portée au niveau du SMIC, par exemple. Hein, qui ferait qu'il n'y aurait pas de retraite en dessous de 1700 €. Enfin, je ne sais pas quel est le niveau du SMIC revendiqué aujourd'hui, ça dépend un peu des syndicats, mais enfin, mettons 1700 €. Hein. Il n'y aurait pas de retraite inférieure à 1700 €. La manière dont tu as présenté les derniers points sur la manière de mener les luttes pour faire avancer le schlimblick du salaire à vie, si on peut dire, grosso modo, d'un certain point de vue, c'est simplement que tu institues la retraite à 18 ans. Sauf que, tel que tu présentes les choses, tu dis, si on considère que les prochaines cohortes vont vivre environ 100 ans, la retraite à 50 ans... On parle plus fort aussi quand même pour tout le monde. Oui. La retraite à 50 ans, ça fait la moitié de vie, 50 premières années, puis 50 autres années, 20 ans de formation, 20 ans de déclinement, mettons, supposons. Même si on a plus le temps de travailler pour ce qu'on fait et d'avoir plaisir à son travail, on vivra sans doute en meilleur état plus longtemps, il n'y a pas de souci. Une question que je me pose, c'est est-ce qu'il est vraiment... plus facile aujourd'hui de convaincre les gens qu'il faut instaurer un salaire à vie à partir de 50 ans, parce que c'est ce que tu dis, en fait. On continue les qualifications, les possibilités d'amélioration de qualification, et on travaille dans un secteur non capitaliste. Est-ce que c'est plus facile que de poser le problème carrément dès le départ, de transformer le secteur capitaliste? Alors, plus précisément, la question que je voudrais poser, c'est par rapport aux flux monétaires. Comment s'instaurent les flux monétaires qui permettent puisque la plupart des économistes ne reconnaissent pas que les retraités produisent la valeur correspondante à leur salaire, enfin, qu'on produise leur salaire plus exactement, en tout cas ils ne sont pas payés pour le travail qu'ils produisent.
comment s'organisent les flux monétaires s'il n'y a que la moitié de la population qui produit dans le secteur marchand conservé dans le système du salaire à vie, s'il n'y a que le secteur, donc la première moitié de la population qui produit le flux monétaire, que va utiliser ou produire, mais de quelle manière l'autre secteur? Ah mais non, dans ces entreprises marchandes non capitalistes qui vont être investies par ces retraités dans leur seconde carrière, il va y avoir production de valeur. Les retraités vont produire de la valeur ajoutée marchande. Ils ne seront pas payés par l'entreprise puisqu'ils le seront par la caisse. Dans ce sens-là, ils anticipent ce qui, à terme, deviendra le statut de tout le monde. Ce n'est pas les entreprises qui payent. Les entreprises, elles cotisent et c'est une caisse qui paye les salaires. Mais ils vont bien produire de la valeur marchande dans ces entreprises-là. Et cette valeur marchande supplémentaire va donner lieu à cotisation qui va permettre d'alimenter la retraite à 50 ans. Hein. Donc s'ils produisent la valeur marchande, on ne peut pas les appeler retraités. Mais le jour où on ne les appellera plus retraités, moi je serais content. C'est un terme que je déteste. Moi aussi. Mais encore une fois, nous essayons de faire des propositions liées à des débats publics. Il y a un débat public sur la retraite. Ben, on s'inscrit dans ce débat public et on fait une proposition dans lequel, effectivement, le statut des retraités change complètement, dans la mesure où il va falloir qu'on institue un âge de fin de responsabilité organisationnelle pour qu'on n'entre pas dans une immense gérontocratie dans laquelle les vieux auraient, etc. Donc, bien sûr que ça change, mais on n'appellera plus ça retraite, ben, ma foi, tant mieux. Hein, ce que je propose simplement, c'est il va y avoir un débat sur la retraite, qui va être mené sur des positions assez dramatiques, hein, pour le moment tel qu'on peut le supposer. Est-ce que le nouveau système est plus juste? Est-ce que le nouveau système répartit mieux la valeur? Est-ce que le nouveau système, quels sont ceux qui vont être vaincus, ceux qui vont être vainqueurs, enfin, etc., etc. Dans ce nouveau, enfin, ceux qui vont y gagner, ceux qui vont y perdre. Moi, ce que j'essaye d'impulser à partir de ce séminaire, c'est un argumentaire qui porte non pas sur est-ce qu'il est plus juste ou moins juste, c'est comment est-ce qu'à l'occasion de ce débat-là, nous pouvons continuer à changer la pratique du travail. Puisque l'enjeu de la lutte de classe, c'est le travail. Et donc, le fait de poser les retraités comme des gens qui n'ont plus besoin d'aller sur le marché du travail pour être reconnus comme travailleurs, bon, ben là, c'est déjà la situation des fonctionnaires. Bon, ben, il s'agit donc de généraliser un peu cette situation. Mais on ajoute en plus, disons, dans cette affaire que... Mais on part, encore une fois, de constats sociologiques sur la situation des salariés à 50 ans. Encore une fois, à la fois une forme de lassitude, une inquiétude, etc. Bon, ben, on part de cet âge critique sur le marché du travail pour dire, ben, attendez, on vous libère du marché du travail et comme vous partez avec votre salaire, ben, vous pouvez aller là où vous avez envie d'aller. Et pour le moment, de fait, les retraités, là où on les aiguille, c'est vers du bénévolat marginal. Il s'agit de sortir de cela, justement, pour faire que ces plus de 50 ans deviennent des éléments décisifs des entreprises alternatives qui pullulent partout aujourd'hui, mais qui sont menacées de marginalité ou de récupération, et qu'il s'agit de conforter par un apport de travailleurs que ces entreprises n'auront pas à payer, puisque c'est la caisse qui les payera. Voilà l'enjeu. Ensuite, que du coup, le mot retraite disparaisse, pourquoi pas, hein, moi ça ne me dérange pas. Hein.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons encore une demi-heure devant nous, hein, donc... Oui, c'est pas vraiment une question, c'est juste une expérience. Moi, je travaille dans une entreprise où la retraite à 50 ans, on l'avait déjà. Bon, maintenant, avec la dernière réforme, ça sera à 52 ans, âge minimum, donc en 2021. Mais effectivement, les salariés qui partent à 52 ans, la plupart retravaillent. Retravaillent pas... Et dans le système capitaliste, puisque aujourd'hui il n'y a pas d'autre choix, il n'y en a quasiment pas. Mais pourquoi? Parce que la plupart financent une partie de leur retraite, ils en ont tellement marre de leur emploi, du travail qu'ils font, qu'ils partent, mais ils partent avec des toutes petites pensions. Donc ça les contraint, ils sont jeunes, parce que c'est vrai que même à 52 ans, on reste jeune, et ils retravaillent, et en fin de compte, ça n'améliore pas leur situation. Ils vont chercher des petits compléments par-ci, par-là. Et effectivement, avec un dispositif qui garantirait une pension au niveau du salaire, on pourrait commencer dans l'argumentation à socialiser pour que le travail, parce qu'à 50 ans, on a besoin de continuer à faire quelque chose, soit mis dans quelque chose de beaucoup plus important, de plus constructif, et qui ne nous épuise pas. Mais effectivement, ça n'empêche pas qu'il faut continuer à travailler sur ceux qui ont moins de 50 ans, parce que c'est pas normal qu'à 50 ans, on soit complètement lessivé par un travail, j'aurais dire par un emploi qui nous a complètement épuisés. Donc il y a un travail à faire sur les deux niveaux. Mais sur la retraite, il nous faut de l'argumentation. À nous, la retraite à 50 ans, effectivement, ce serait un petit retour, on gagnerait 2 ans. Mais ce qu'il nous faut, effectivement, l'argumentation, c'est la suppression des annuités, parce que nous, on a les conditions d'âge, mais on a aussi une condition d'ancienneté. Oui. Et effectivement, si on supprime cette condition d'ancienneté, waouh, moi je suis preneur. Hein. Voilà. Merci. Merci de ce témoignage. Il y a plusieurs interventions, là, il y a Michel. Donc, trois petits points, enfin 3 points. Là, avec quelques-uns, là, on a récemment rejoint un groupe de retraités CGT. Et dans un congrès, on a vu en fait le retraité CGT défini en premier lieu comme un consommateur de produits manufacturés. Et c'est en cela, en fait, qu'il était reconnu comme participant à l'activité économique du pays. Donc là, je pense qu'on a un gap énorme à franchir si on veut retourner les esprits. La deuxième proposition qu'on pourrait se faire, peut-être, alors je ne sais pas, ici ou ailleurs, c'est de créer une bourse, en fait, d'échange entre les structures alternatives et puis les retraités qui voudraient s'associer à ces structures. Je ne sais pas si on pourrait la monter ou comment on pourrait la monter, mais ça pourrait avoir un sens quelque part. Et j'avais une troisième intervention. Ah oui, c'est plus technique, ça concerne la CNRACL et la fonction publique territoriale. Il me semble que le fonctionnement entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État est complètement différent, puisque c'est une caisse, la CNRACL, alors que dans la fonction publique d'État, il n'y en a pas. Donc si tu pouvais peut-être nous éclairer un peu plus là-dessus, parce que je n'ai pas lu le bouquin sur la fonction publique territoriale. Bon, alors sur le fait, encore une fois, qu'il y ait beaucoup à faire à partir de ce que des syndicats puissent dire sur la retraite, il y a beaucoup, oui. Parce que la question de changer la pratique du travail n'est pas au cœur vraiment, pour le moment, des organisations syndicales. Ça peut le devenir et il faut travailler à ce que ça le devienne, bien sûr. Alors l'idée de bourse d'échange ou de faire une base de données dans laquelle toutes ces entreprises alternatives font savoir tous leurs besoins et que du coup tous ceux qui approchent de la cinquantaine prennent contact avec eux et qu'on commence à
à s'organiser pour venir avec leur salaire, y compris avec un salaire éventuellement revalorisé par une épreuve de qualification, s'agissant de gens qui ont été très, très disqualifiés, dans ces entreprises-là pour mettre tout leur talent au service d'entreprises alternatives. Ça, bien sûr, c'est une très bonne idée, évidemment. Sur la CNRACL, pourquoi? C'est parce que les collectivités, disons que c'était très long de construire la fonction publique territoriale contre des élus locaux qui n'en veulent pas, globalement. Les maires, ils souhaitent être employeurs, ils souhaitent, etc. Ils ne souhaitent pas avoir affaire à des fonctionnaires sur lesquels ils n'ont pas prise. Et donc, déjà en 1947, il y a eu un premier regroupement de tout un tas de caisses nées à l'initiative de collectivités territoriales. Je ne connais pas si bien le dossier pour savoir ce que pourrait être une situation identique à celle des fonctionnaires d'État, c'est-à-dire une absence de caisse dont simplement on prévoit dans le budget des collectivités, mais à l'échelle nationale, disons, où les retraites relèvent de l'État, par exemple, et non pas des collectivités territoriales. Enfin, il faut un dispositif qui permettrait de se passer de la caisse, bien sûr. Ça, mais je n'ai pas étudié cette question-là de façon correcte. Mais cela dit, en termes de droits, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est bien les 6 meilleurs mois avec un taux de remplacement lié aux annuités, enfin, etc., enfin, à la durée de service. Les règles de la retraite sont les mêmes dans les fonctions publiques d'État, territoriales et hospitalières. Merci. Je vais reprendre une proposition d'une adhérente du groupe belge. Parce que bon, devant le constat malheureusement massif que... Bon, vous n'oubliez pas que vous n'avez pas un micro qui diffuse, hein, c'est un micro d'enregistrement. Ah d'accord. Parlez assez fort. Hein, d'accord, je recommence alors. Donc là, je vais reprendre une proposition d'une adhérente du groupe belge. Donc, de Réseau Salariat. Oui, de Réseau Salariat, oui, pardon. C'était sous-entendu. Donc qui propose notamment, pour répondre à la question de, je ne sais plus enfin j'ai oublié son nom d'ailleurs, d'une personne du groupe Essonne, qui, en fait, elle propose en fait que tant que on constate qu'en effet que la répartition des tâches domestiques elle est massivement déséquilibrée, enfin c'est le cas de le dire, en fait les femmes ont droit, enfin au moins celles qui sont en couple en tout cas, ont droit à un elle propose ça pour dès 18 ans, mais là, dans la transition à partir de 50 ans, je veux dire, on peut proposer ça à partir, au moins pour les femmes en couple, un sursalaire. Et voilà, et périodiquement, il y a des études statistiques, et tant que ça évolue pas, on garde cet écart. Voilà, pour... Alors, est-ce qu'il y a des réactions à cette proposition d'une surqualification pour les femmes en couple ? Non, vous êtes priés de débattre sans disqualifier les arguments, s'il vous plaît. Non, on voit bien la difficulté de lier une qualification à la mesure d'une tâche. C'est toujours la même chose. Hein. Le salaire s'est construit par abstraction de la mesure de la tâche.
et avec les risques de continuer à inscrire les femmes dans le travail domestique sans modification puisqu'elles sont payées pour ça, etc. Donc il y a des risques, mais en même temps, on entend ce que tu veux dire sur le fait que dans les critères de qualification, quand on évalue ce qu'a fait la personne au cours des années précédentes, c'est à discuter tout ça, hein, parce que les argumentaires sont extrêmement divergents sur la question. Hein, qu'on évalue des tâches domestiques, la participation à des tâches domestiques. Des statistiques globales tous les ans, de toute façon, il y en a déjà. Donc, est-ce que du coup, il n'y aurait pas le problème que les tâches effectuées par les femmes sont souvent moins reconnues et moins qualifiées que celles effectuées par les hommes, d'une part? Et deuxièmement, si ce qu'on veut, c'est vraiment rétablir une égalité homme-femme, aligner la retraite moyenne des femmes sur la retraite moyenne des hommes, par exemple, ça permettrait, sans avoir ce jugement normatif finalement sur les tâches domestiques, de rééquilibrer en partie ces écarts. Oui. Là encore, hein, ce qui montre bien que le salaire n'est pas la mesure de l'activité, et donc on peut très bien, une des façons de poursuivre l'action pour l'égalité homme-femme en matière de salaire, ce serait au moment de la prise de retraite. Voilà la suggestion qui est faite. Hein, moi, j'ai pas. Il faut que je réfléchisse longtemps avant de pouvoir dire ce que j'en pense. Hein, donc je ne sais pas ce que j'en pense, mais la suggestion qui est faite, c'est que les retraites soient calculées de façon telle que la retraite moyenne des femmes et celle des hommes soient identiques. Pour le moment, il y a 300 € d'écart à peu près. On est à 1300 ou 300-400 €. On est à 1300 € et quelques en moyenne pour les femmes et à 1700 € pour les hommes en moyenne. Non, rassurez-vous, je ne vais pas faire le couplet de la vieille féministe, mais quand même un peu. N'oublie que tu n'as pas un micro. Hein, oui. La proposition que Bernard faisait d'une retraite plancher me paraît plus intéressante que cette manière artificielle de requalifier l'utilité sociale, économique des femmes pendant la période où on les a pas reconnues comme productrices de valeur. L'idée de la retraite plancher, ça permet d'assurer une retraite correcte à tous et toutes ceux qui n'étaient pas à un niveau acceptable. Parce que sinon, c'est une manière aussi ce serait une manière d'abandonner la lutte pour l'égalité des salaires dans le monde du travail. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, quoi. Mais je ne reparle pas de en couple ou pas en couple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire des revalorisations qui n'invoquent pas le travail fait. Hein, qui ne... D'accord, oui. Moi, je suis spontanément d'accord avec toi, ça c'est sûr. Aurélien ? Oui, tu dis souvent que les entreprises alternatives de l'ici et maintenant, dans un cadre majoritairement capitaliste, fournissent tout un travail de recherche et développement gratuit ou à bas coût, qui, en dernier ressort, est capté par des grosses boîtes capitalistes. Donc, dans un cadre majoritairement capitaliste, si on incite les retraités à partir de 50 ans à aller travailler pour les boîtes de l'ici et maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train de grossir le contingent de travail gratuit, offert en tout cas, à ces boîtes qui sont là pour capter de toute façon la valeur qui va être produite par ces boîtes? Voilà. C'est ma question. Un peu vicieuse. Non, mais c'est pour cela que, encore une fois, c'est des propositions qu'il ne faut pas isoler d'autres. Hein. Je ne sais pas quelle occasion, peut-être l'occasion d'un débat prochain,
prochaine séance, donc c'est pas vraiment dans 2 jours de nos prochaines séances, mais parlons-en tout de suite. Tout ça peut se jumeler avec des propositions de sécurité sociale sectorielle. Hein. C'est-à-dire que, en même temps que ces retraités viennent confirmer l'activité de ces entreprises alternatives, ces entreprises, par ailleurs, le soient par d'autres moyens qui font qu'elles ne pourront pas être récupérées par le capital, mais qu'au contraire, même elles vont le mettre en difficulté. Alors, est-ce qu'on se lance cette question de la sécurité sociale alimentaire, par exemple, ou pas? Moi, je ne sais pas, moi. La demande n'est pas unanime, hein, donc peut-être... Si vous voulez, il s'agit il s'agit de sortir de la marginalité ou de la récupération des entreprises alternatives. Alors, le fait qu'elles puissent bénéficier du travail qu'elles n'ont pas à payer, sauf à travers des cotisations liées à la valeur supplémentaire que vont leur apporter les retraités, mais le fait qu'elles puissent bénéficier du travail des retraités, c'est une chose, mais qui, de fait, peut aboutir au résultat que tu signales. La réflexion qui est menée actuellement autour d'une sécurité sociale de l'alimentation, mais qu'on pourrait mener sur une sécurité sociale du logement, une sécurité sociale de la production d'informations, une sécurité sociale, etc., ça consiste à s'inspirer de ce qui a été mis en place pour la production de soins, pour la production d'alimentation. Ce qui se fait dans les années 60 pour la production de soins, c'est hausse du taux de cotisation à l'assurance maladie, qui va permettre à l'assurance maladie, d'une part, de conventionner des professionnels ou des établissements, la convention des infirmiers libéraux, des médecins, etc., avec la caisse, ça c'est pour la médecine ambulatoire, et puis la convention d'établissements hospitaliers avec la caisse. Donc, la caisse conventionne des établissements ou des particuliers selon des règles. Elle ne conventionne pas n'importe qui, donc il y a des règles de conventionnement. Et les équipements hospitaliers sont subventionnés par la caisse. Ils sont subventionnés, ce qui permet que ces équipements sont la propriété patrimoniale non lucrative de collectivités publiques qui peut les remettre en propriété d'usage aux soignants. Bon, c'est en s'inspirant, et ces soignants ont un salaire à la qualification personnelle, ils sont fonctionnaires, ou ce sont des libéraux qui sont libérés du marché des soins. Ce n'est pas le marché des soins qui décide de leur rémunération, c'est le conventionnement avec la caisse. Ils reçoivent du salaire socialisé. Ce sont des salariés au sens théorique du terme. Hein. Le salarié, ça ne veut pas dire ayant un contrat de travail avec un employeur. Ça veut dire qu'on est reconnu à travers du salaire, socialisé ou pas. La proposition est la suivante. Créons une cotisation alimentation qui permettra de doter les cartes vitales, la puce des cartes vitales, de 150 € par mois et par personne, dédiée à l'alimentation. L'alimentation aussi bien en produits bruts qu'en produits élaborés ou en restauration, enfin, etc. Et ces 150 € ne seront dépensables qu'auprès de professionnels conventionnés. Et évidemment, on ne va pas conventionner Carrefour. On ne va pas conventionner l'agro-business, d'accord ? Ce qui va être conventionné, c'est toutes ces entreprises alternatives, au niveau de la production brute, de la distribution, de la restauration, etc. Donc là, ces entreprises ne deviennent plus récupérables, d'accord ?
parce qu'elle génère un chiffre d'affaires de 120 milliards. Hein. C'est-à-dire que plus de la moitié des dépenses de consommation ne relèvent plus de l'agrobusiness, mais relèvent de la production alternative. Là, on entre vraiment dans un conflit considérable. On sort des déplorations sur les méfaits de l'agrobusiness, on entre en conflit avec l'agrobusiness en rendant possible une production alternative sortie complètement de la marginalité, puisque c'est elle qui devient majoritaire. Et dans ce cadre-là, les retraités qui viendraient travailler dans ces boîtes alternatives, qui seraient conventionnés sur des critères, évidemment, des critères anticapitalistes, c'est-à-dire propriété de l'entreprise non lucrative, financement de l'investissement sans appel au marché des capitaux, salaire à la qualification personnelle des travailleurs, enfin, etc. Hein, c'est toute une série de critères qui permettraient de transposer à l'alimentation ce que nous avons fait pour les soins. Et en même temps, ça sauverait la production de soins telle que nous l'avons construite. Parce que si nous ne la généralisons pas à tous, elle va disparaître au bénéfice d'une production capitaliste. Sans hausse de cotisation maladie, etc., privatisation progressive des dispositifs, etc. C'est en cours tout cela. Mise en cause progressivement de la fonction publique hospitalière, on ne titularise plus personne, on recrute que des contractuels, enfin, etc., etc. Si nous ne généralisons pas ce qui a été déjà institué en matière de production de soins, cette production de soins est très menacée. Donc vous voyez qu'il y a là, on part pas du débat public sur la retraite, on part du débat public sur l'impasse de l'agrobusiness. Il y a un débat public qui est réel, il y a une conscience maintenant populaire tout à fait réelle de l'impasse de l'agrobusiness. Les alternatives existent parce qu'à tous les niveaux de la chaîne de production, il y a déjà des entreprises alternatives, donc on ne part pas de rien. On ne pourra peut-être pas tout de suite passer à 120 milliards, peut-être qu'il faudra quelques étapes, parce que je ne pense pas que les alternatives puissent assurer aujourd'hui une production à hauteur de 120 milliards d'euros. On n'en est pas encore là, mais c'est une boussole, disons. Et dans ce cadre-là, les retraités qui viendront ne seront pas des instruments d'une production récupérable par le capital. Ce que je viens de dire sur la production agricole, enfin d'alimentation, peut se transposer en matière d'urgence écologique autour des habitats passoires. On peut très bien créer une sécurité sociale de la production, enfin du logement. Alors sous des formes, c'est pas 150 € par personne et par mois, là il faut trouver d'autres formes bien sûr, mais avec un conventionnement des professionnels qui ne produiraient de logement que dans des normes écologiques et en excluant Eiffage et Bouygues du conventionnement. L'enjeu, c'est que la peur change de camp, c'est quand même très important ça. Ma question, c'est Ma question, c'est sur comment faire cette lutte. Et parce que, bon, alors on voit bien que la lutte violente actuellement apporte quelques petites choses qui arrivent dans l'air, mais pour moi, c'est pas satisfaisant cette lutte violente. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que c'est au niveau de la monnaie que ça se situe là, le problème, est-ce qu'on pourrait imaginer que ces 150 € soient une monnaie alternative qu'on crée ex nihilo?
Peut-être, hein, je ne suis pas assez compétent en matière monétaire pour pouvoir répondre correctement, mais on peut débattre, hein, on est là pour ça. S'il y a des gens qui ont réfléchi aux monnaies alternatives, mais là, ça sort de mon champ de compétences, donc je... Est-ce qu'il y a des réponses là-dessus ou d'autres questions? Sinon, je vais rappeler les prochaines dates. Je ne sais même pas quand la prochaine date du séminaire. Ah bah, il faut rappeler les prochaines dates. 14 janvier. Le 14 janvier. 14 janvier. Et le 15 ou le 16 janvier, Réseau Salarial Grand Paris organise une rencontre entre Maud Simonet et qui est chercheuse en sociologie et qui a travaillé sur le bénévolat, le travail gratuit et particulièrement le travail gratuit féminin. Et Maria Alexandra, qui est une militante québécoise des CUT. Les CUT, c'est les comités unitaires sur le travail étudiant, qui sont une organisation québécoise qui a mis en grève 60 000 étudiants il y a 2 ou 3 semaines pour revendiquer la fin des stages gratuits et une rémunération, un salaire étudiant. Donc ça rejoint vraiment nos revendications. Et donc il y aura cette discussion, on ne sait pas encore où ce sera, mais du coup ce sera sur le thème revendication féministe, revendication du travail des femmes et salaire étudiant. Voilà, conflit sur la valeur du travail. Ce sera le 15 ou le 16 janvier. Voilà. En attendant, on a ramené un peu de documentation là-dessus. On a refait un peu le plein la dernière fois que vous vouliez il y a des gens qui nous avaient demandé des brochures blanches sur l'histoire de la sécurité sociale. Donc on en a de nouveau. On a un peu de documentation du coup sur la grève des stages au Québec et sur le salaire étudiant avec le bouquin d'Aurélien Casta et le bouquin qui a plus servi au Québec qui s'appelle Wages for Students, des salaires pour les étudiants, qui applique les revendications féministes de salaire au travail ménager aux étudiants. Et voilà, et maintenant on va pouvoir faire la réunion un peu qu'est-ce qu'on fait maintenant, dont le but est clairement que le mot d'ordre en 2019, au moment où la réforme des retraites va arriver, ce soit la retraite à 18 ans ou à 50 ans si on n'est pas trop ambitieux et ambitieuse, et pas solidarité, et pas etc. La brochure du tout départ du réseau salariat aussi, mais là, elle n'y est pas là.